Atlas et la branche de l'assistance présentent les voix de l'assistance. 10 000 collaborateurs en France, 45 000 dans le monde. Avec une gamme de services toujours plus étendue, le secteur de l'assistance recrute en permanence, notamment en alternance. Assistance automobile, assistance médicale, assistance santé médico-sociale, service à la personne, habitat, assurance voyage, service de conciergerie. Bienvenue dans les voix de l'assistance, le podcast qui donne la parole aux collaborateurs en poste qui nous parlent de leur job au quotidien. Bonjour, je suis Dr Samaki Madina, je suis médecin régulateur dans une société d'assistance en poste depuis 6 ans. Bonjour Madina, comment ça va ? Très bien. Tu es originaire d'où Madina, toi ? Alors moi, je suis d'origine mixte, j'ai une mère martiniquaise et un père malien. Voilà, après je suis née à Nantes et j'ai grandi aux Antilles, en Guadeloupe, donc très très mixte. Et puis après je suis revenue en France métropole pour mes études et je n'ai plus quitté. Ok, alors dans un instant, on va s'intéresser évidemment à ton quotidien de médecin régulateur. Juste avant, si tu veux bien, on va revenir un peu sur ton parcours. Alors, je me suis renseigné. Il se trouve que le prénom Madina vient du celtique mad, qui signifie bon. Finalement, que tu choisisses d'exercer la médecine, c'était presque normal. Hein, le médecin est bon, utile pour les autres. Eh ben oui, écoute, je ne connaissais pas cette étymologie, donc on apprend toujours des choses au quotidien. Voilà, je pourrais ressortir cette petite anecdote. Mais en effet, la médecine a toujours fait partie de ma vie, et en particulier depuis mon enfance, puisque mon père était lui-même médecin gynécologue obstétricien et ma mère était infirmière. Donc c'est vrai que ce côté médical et de rapport aux autres, d'aide aux autres, était un peu déjà ancré dans mon histoire familiale. Ouais. Ouais, donc comme tu viens de le dire, donc tes parents étaient tous les deux dans le milieu médical. Très vite, du coup, tu as su que tu voulais devenir médecin, et si oui, pour quelle raison ? Alors très vite, oui, entre guillemets, j'avais hésité au début quand même avec vétérinaire. Bon, toujours dans le soin, mais les animaux, voilà. Et puis non, c'est vrai qu'après je me suis orientée vers la médecine parce que pour moi l'aide aux autres, le côté soin me plaisait. J'avais un exemple avec mon père et puis voilà, c'est devenu au fur et à mesure du temps une évidence. Voilà, ça me paraissait un choix évident. Voilà. Alors, combien d'années d'études et pour quelle spécialité au final ? Alors moi j'ai fait 11 ans d'études quand même pour une spécialité de médecine générale parce que j'ai fait 6 ans, on fait 6 ans d'externat, 3 ans d'internat et moi j'ai rajouté à cela 2 ans de poste de chef de clinique parce que j'ai fait une spécialisation en diabétologie nutrition. Ok, et quels ont été finalement les différents services dans lesquels tu as exercé jusqu'à présent ? Alors moi j'ai fait plusieurs services. De toute façon pour nos études c'est assez panaché les services pour gagner en expertise. C'est vrai que moi j'ai fait des urgences SMUR, de la pédiatrie, de la médecine interne, de la diabétologie et puis j'ai aussi après pratiqué également en cabinet. Prise en charge des urgences médicales et des soins de médecine générale non programmés, 7 jours par semaine et 24 heures par 24, 24 heures sur 24. Pourquoi ce choix d'exercer pour SOS Médecins ? Alors, le choix de SOS Médecins, ça va dans la continuité de ma vision de la médecine, à savoir la variété des cas médicaux qu'on va pouvoir rencontrer, et puis toujours cette notion d'aide à l'autre, mais dans un contexte un peu non programmé, d'urgence. Et puis de continuité avec la médecine générale de ville, et de toujours ce terme de proximité au plus près des patients, visite à domicile, dans un autre contexte. Alors, il y a 6 ans, tu décides de rejoindre une compagnie d'assurance qui fait aussi de l'assistance. Pourquoi ce choix d'exercer ton métier dans le secteur de l'assistance ? Mais je pense que c'était aussi une continuité de mon histoire familiale où il y a eu c'était panaché de beaucoup de voyages et c'est vrai que travailler dans l'assistance c'est pratiquer sa médecine à la fois en France mais également dans le monde entier, de pouvoir être confronté à des cultures différentes et puis toujours dans cette idée d'aide de patients en situation de détresse, cette fois-ci à la fois en France et à l'étranger, et puis avec des cas très divers et variés. C'est toujours un côté très stimulant, à la fois comme ce qu'on retrouve finalement dans mon idée de SOS, d'avoir des cas variés dans la journée.
Alors, en quoi consiste concrètement le job de médecin régulateur, en Donc, fait? le travail de médecin régulateur, en fait, c'est organiser et accompagner la prise en charge médicale des assurés et parfois, si nécessaire, leur rapatriement sanitaire à la fois en France et dans le monde entier. Tu n'exerces qu'à temps partiel pour cette compagnie, pour quelle raison? Alors, on exerce à temps partiel parce que il est nécessaire de garder son efficience clinique, à savoir de continuer à travailler sur le terrain pour pouvoir, par exemple, continuer à pratiquer les gestes techniques, continuer à être au plus près des patients et puis toujours se former au quotidien. Il faut savoir que les médecins qui travaillent dans l'assistance vont travailler à côté en temps partiel dans des urgences SMUR ou bien en réanimation, parfois en cabinet de médecine générale, voilà. Et donc, cette obligation finalement d'être sur 2 tableaux à la fois, comment s'organise ton emploi du temps entre tes différents postes? Pour ma part, j'ai 70% avec SOS Médecins et 30% dans ma société d'assistance. Alors, en tant que médecin régulateur maintenant, et si on s'intéresse vraiment plus précisément aux différentes missions qui peuvent être les tiennes, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ce que tu fais régulièrement? Alors, nos différentes missions, premièrement, c'est d'évaluer, de faire une évaluation médicale à distance de la gravité des situations de nos assurés, donc qui vont faire appel à nos services. Par exemple, un patient qui se blesse en Asie et qui a, par exemple, qui fait une fracture, qui est hospitalisé, il va nous contacter et nous, notre première mission va être de pouvoir récupérer les comptes rendus médicaux, d'analyser la situation et le degré de gravité, de vérifier que ce patient, le lieu où se trouve, est bien adapté à sa situation. Si ce n'est pas le cas, on peut être amené à l'évacuer sur une autre structure qui fait partie d'un réseau qu'on a mis en place. Et puis, dans un second temps, notre rôle, ça va être d'organiser le rapatriement s'il est nécessaire, bien sûr. Et dans ces cas-là, de gérer la coordination à la fois avec l'équipe opérationnelle et l'équipe médicale sur place là-bas. Est-ce que tu as une journée type et si oui, à quoi elle ressemble cette journée-là? Par rapport à tout ce que j'ai décrit avant, je crois que ma personnalité montre que déjà j'aime pas trop la linéarité, on va dire, La routine? la routine, voilà. Donc bon, le médecin régulateur, c'est un peu ça. On peut globalement dire que, étant donné que nous, dans l'assistance, on est aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc on n'a pas, par exemple, d'horaire type, entre guillemets, mais si je prenais une journée type du matin au soir, il y a quand même des grands moments qui jalonnent la journée de la régulation. Donc déjà, quand on arrive, on va prendre connaissance des différents dossiers et pouvoir les catégoriser et les gérer en fonction du degré d'urgence. Après, globalement, on va avoir 2 grosses réunions dans la journée. La première, c'est une réunion vers 11h, qui est une réunion avec l'international, c'est-à-dire l'ensemble de nos équipes à l'international, qui vont nous demander de pouvoir expliquer et les aider à gérer des dossiers qui leur posent problème ou pour lesquels ils ont besoin de notre expertise. Et puis s'ensuit une autre réunion qui là est plus en local afin de gérer les problématiques spécifiques au rapatriement, c'est-à-dire tous les rapatriements en cours, on va gérer avec notre équipe sur place opérationnelle, donc avec à la fois l'équipe dédiée au rapatriement, avec les avionneurs, voilà pour les choix vraiment pratiques en ce qui concerne le rapatriement. Alors, comment tu gères avec l'équipe avec laquelle tu exerces ces aspects logistiques et administratifs justement liés au rapatriement sanitaire des patients et quelles sont aussi les collaborations nécessaires avec des acteurs externes? C'est vrai que quand on parle d'acteurs externes, premièrement, cette gestion, elle se fait en interne. Donc avec plutôt notre équipe à la fois médicale. Donc on a un staff médical qui est fait d'infirmiers et de médecins. Donc ça déjà c'est ce staff qui se coordonne pour la gestion des dossiers. Et puis on a une équipe que comme je disais tout à l'heure opérationnelle. Donc ça va être les chargés d'assistance qui eux, vont être en contact direct avec l'assuré à l'ouverture du dossier, qui vont prendre les différentes informations afin de les transmettre à l'équipe médicale. Et puis on va avoir
au sein de cette partie logistique une équipe chargée vraiment du rapatriement. Donc ça veut dire qu'il va être chargé du contact avec les compagnies aériennes, du contact avec nos avionneurs, du contact avec nos correspondants sur place, parce que on a tout un réseau de correspondants externes. Donc c'est là où je rebondis sur la deuxième partie de la question, les liens avec nos correspondants extérieurs. Voilà, on a tout un réseau qui est monté externe, à la fois d'hôpitaux, de cliniques, mais également de médecins à titre individuel. Et il va falloir justement, en fonction du pays ou du lieu où se trouve le patient, se mettre en contact avec ses correspondants afin de pouvoir gérer au mieux le dossier et de pouvoir, in fine, aider le patient et entre autres le rapatrier s'il est à l'étranger. Quelles sont Madina, les décisions les plus difficiles finalement que tu as eu à prendre en tant que médecin régulateur, et comment est-ce que tu as réussi à gérer ces situations? Tu pourras donner quelques exemples. Et comment est-ce qu'on fait face surtout à des situations de vraie détresse? Les situations les plus difficiles, c'est vraiment celles où finalement la vie du patient est en jeu. Et là, on a quand même, il faut faire un choix assez rapide, sachant que, étant donné que le patient est à distance, parfois on a des informations partielles. Et ça, c'est vraiment la situation la plus difficile. Et alors cette situation, on peut la retrouver parfois dans le cadre de rapatriement, où on peut être amené à décider d'un rapatriement et puis devoir parfois différer pour des raisons diverses et variées. Par exemple, il nous est arrivé d'avoir un patient qui peut faire un accident vasculaire cérébral en Asie. On a décidé du rapatriement après s'être mis en contact avec l'hôpital sur place, qui nous a confirmé que le patient était assez stable pour pouvoir voyager. Donc on envoie notre équipe d'avionneurs avec l'équipe médicale sur place. Et malheureusement, à l'arrivée de l'équipe médicale, on se rend compte que la situation a évolué, qui fait que le patient n'est plus assez stable pour être transporté, parce que cela pourrait mettre en jeu parfois sa vie. Et dans ce cas-là, on peut être amené à différer le rapatriement. Et puis là va venir se mettre en place une autre difficulté, c'est par exemple la gestion de la famille. La famille qui, elle, était en attente d'un rapatriement rapide. Et donc, ça va demander de pouvoir faire preuve de beaucoup d'empathie, de faire preuve de beaucoup de transparence pour expliquer que malheureusement, le temps n'est pas adéquat et la situation ne l'est pas non plus pour qu'on puisse faire le rapatriement, qui devra donc être différé. Quelle est l'importance du poids de ton expérience en médecine générale pour ton rôle de médecin régulateur, et comment finalement cette expérience t'aide-t-elle à gérer des situations qui peuvent être parfois plus stressantes que... Justement, dans ce travail de médecin généraliste, il y a tout le travail finalement de contact avec le patient, de gestion de cas variés aussi, qu'on va retrouver au travers de l'assistance, puisque en effet, on peut être amené à gérer un infarctus à l'autre bout du monde, une fracture, un accident de ski, voilà. Donc c'est une infection quelconque frappée, dans n'importe quel pays. Et c'est vrai que cette variété des cas, elle se retrouve en médecine générale, et du coup, on va pouvoir l'appliquer dans notre travail de médecin régulateur. Et puis après, il y a aussi le côté où en médecine générale, on est amené à faire de la télémédecine. Et cette télémédecine, finalement, c'est une forme aussi qui est appliquée depuis longtemps dans le travail de médecin régulateur d'assistance, puisque finalement, on collecte des informations à distance, on est en contact avec le patient à distance, et on doit essayer justement de pouvoir faire ressortir des symptômes, d'élaborer entre guillemets une situation médicale à distance. Donc ça aide beaucoup. C'est quoi les aspects finalement les plus enrichissants, les plus stimulants de ton travail de médecin régulateur, et qu'est-ce qui te motive finalement quelque part à continuer? Oui, les aspects les plus stimulants, premièrement, c'est vraiment la diversité des cas qu'on a à prendre en charge finalement dans ce travail de médecin régulateur. Ça nous demande d'être toujours à jour, de toujours nous former, et donc de pratiquer une médecine diverse et variée. Et puis, ce qui est stimulant, c'est vraiment le travail aussi en équipe, justement, de travailler
pas uniquement avec l'équipe médicale infirmière, mais également avec une équipe opérationnelle qui va se trouver dans un autre pays. On va être amené à travailler avec des ambassades parfois. On va être amené à travailler avec des compagnies aériennes. Donc voilà, il y a une diversité d'interlocuteurs et donc c'est vraiment cette satisfaction finalement à la fin du travail accompli, mais qui est pas un travail individuel, qui est un travail d'équipe. Savoir avoir pu mettre chaque petit jalon l'un après l'autre et pour in fine pouvoir permettre aux patients de soit être bien pris en charge et être rapatriés si besoin. Tout à l'heure, on parlait un petit peu rapidement de tes journées, de planning, journée type, tout ça, c'était bien rempli, on l'a bien constaté. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à concilier non sans mal ta vie pro et ta vie perso? Moi, je suis maman de 3 enfants en bas âge, donc c'est vrai que ça demande une adaptation. Après, je suis totalement épanouie dans ce travail parce que justement, quand j'enfile ma casquette de médecin, que ce soit pour SOS ou médecin régulateur, je le fais avec beaucoup de joie et cette sensation de pouvoir être utile aux autres et de faire un métier de sens, c'est formidable. Et puis parfois je vais la déposer et prendre ma casquette de maman et là je suis utile pour ma famille à ma petite échelle et puis voilà. Toujours en tout cas le même point commun, utile. Depuis 6 ans que tu exerces, est-ce que tu as constaté, toi, une évolution significative du rôle du médecin régulateur? Comment le métier, finalement, il a évolué au fil du temps? Oui, en effet, il y a eu une évolution. Cette évolution découle du fait que les gens voyagent beaucoup plus maintenant. Les gens voyagent dans des conditions parfois extrêmes, à l'autre bout du monde, avec des pathologies chroniques qui sont maintenant certes bien pris en charge, mais qui, lors d'un éventuel problème, vont nécessiter de pouvoir vérifier la possibilité de prise en charge partout dans le monde. Donc c'est vrai que ça a fait que notre travail de médecin régulateur a évolué. Et puis il y a eu une évolution aussi en termes, on va dire, techniques, parce que justement en fonction de certaines situations, comme là je décrivais la pandémie de Covid-19, il a fallu par exemple organiser des rapatriements qui ont nécessité de pouvoir, par exemple à cette époque il fallait faire un contrôle PCR pour pouvoir monter dans l'avion. Et là, ce contrôle PCR, il a fallu réussir à le faire dans des lieux reculés, trouver le moyen de pouvoir obtenir ces résultats et en même temps, par exemple, de devoir isoler le patient et faire des avions sanitaires avec des bulles d'isolation. Et ça, c'était des prouesses techniques en particulier pour les avionneurs. Donc c'est très bien, là, à l'instant tu parlais finalement d'être adaptable, c'est une compétence, l'adaptabilité. Alors justement, si on devait faire le listing des qualités spécifiques en termes de soft skills recherchées par les compagnies d'assistance chez leurs médecins régulateurs, ce serait quoi? C'est vraiment la capacité d'adaptation. Je pense qu'il faut avoir la capacité une bonne capacité de gestion du stress. Parce que parfois, on a des cas où il faut prendre une décision assez rapide et savoir un peu hiérarchiser les décisions à prendre. Donc ça, c'est important. Il faut aimer travailler en équipe. Parce que c'est vraiment un travail, pas seulement avec une équipe médicale, mais une équipe au sens large du terme, que ce soit opérationnel, à la fois sur site en France et également à l'étranger. Je pense qu'il faut pouvoir maîtriser au minimum l'anglais, parce que pour pouvoir travailler à l'étranger, je pense que l'anglais c'est une base minimale. Et puis je dirais aimer ne pas avoir justement entre guillemets de journée type ou aimer le changement, aimer la variété des cas, aimer ne pas savoir ce qui va nous arriver dans la journée, mais en tout cas avoir envie d'être utile pour les patients. Madina, avant de te remercier et de te libérer, une dernière petite question. Qu'est-ce qui te motive finalement à continuer chaque jour ce job? Je le dis souvent, alors je le dis à mes enfants, que je trouve que la médecine, c'est un peu un exhausteur de vie. On connaît les exhausteurs de goût, la médecine c'est ça, c'est un exhausteur de vie. C'est chaque jour, quand on se lève, on se pose pas la question pourquoi je me lève, pourquoi je fais ça.
On le sait par le retour qu'on a, la satisfaction d'avoir pu aider à notre petite échelle, d'avoir fait notre part, d'avoir pu aider des gens qui à un moment étaient dans des situations de détresse extrême, de fragilité, en restant humble, voilà, parce que c'est pas toujours facile et parfois on essaye de bien faire et on n'arrive pas autant que ce que les patients voudraient. Mais en tout cas, avec cette envie de toujours bien faire et de toujours aider les patients. Un grand merci à toi, Madina, d'être venue témoigner. Merci. Merci d'être venu témoigner. Les Voix de l'Assistance, le podcast avec l'Observatoire des métiers de l'assistance. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ce programme depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Salut. Atlas et la branche de l'assistance vous ont présenté les Voix de l'assistance. Retrouvez toutes les informations de la branche des métiers de l'assistance sur le site j'assuremonfutur.fr.